D'abord, j'insiste qu'il faut s'étonner devant l'horreur de ce siècle. J'insiste à fatiguer mes auditeurs que les Lumières, vous avez cité la grande phrase de Jefferson, on ne brûlera plus les livres. Voltaire, il n'y aura plus de torture judiciaire en Europe. Et toute une série de promesses tout à fait rationnelles, raisonnables. L'exposition universelle à Paris au XIXe siècle, celle à Londres, les sommités d'une confiance libérale bourgeoise, il y a encore énormément de problèmes, nous allons en avant. Et lorsque surgit l'horreur ultime des camps de la mort, aussi le goulag, aussi les grands massacres, 2 guerres mondiales, entre août 14 et avril 45, 70 millions d'hommes, de femmes et d'enfants périssent en Europe, soit dans les batailles, soit de faim, de déportation, de torture, ou dans les camps de la mort, dans les fours à gaz. Inconcevable chiffre, 1/2 million devant Verdun. Et ceci au milieu de la plus haute culture. Et dire, mais il fallait savoir, vous auriez dû comprendre d'avance, l'homme est un animal territorial féroce. Pour moi, c'est du kitsch intellectuel tout à fait inacceptable. On ne le savait pas. Oui, il y avait quelques visionnaires très étranges qui ont vu un apocalypse surgir à l'horizon au milieu de la belle époque. Ils sont très, très rares. On parlait avec Kant de paix universelle, on parlait de guerre locale, professionnelle. Rien ne nous a préparés pour notre siècle. Alors la première question avec laquelle je lutte dans tous mes livres et tout mon enseignement, est très simple: pourquoi les humanités, au sens le plus large du mot, pourquoi la raison dans les sciences, nous ont-ils donné aucune protection devant l'inhumain? Pourquoi, effectivement, vous venez de le dire, est-ce qu'on peut jouer du Schubert le soir et aller faire son devoir au camp de concentration le matin? Ni la grande lecture, ni la musique, ni l'art ont pu empêcher la barbarie totale. Et il faut aller un pas plus loin. Ils ont souvent été l'ornement de cette barbarie. Ils ont souvent donné un décor, une fioritura, un très beau cadre à l'horreur. M. Gieseking a joué du Debussy, il paraît incomparable. On entendait les cris de ceux qui passaient dans les gares de Munich pour aller à Dachau. Au milieu du camp de Buchenwald et la fameuse Buche, l'arbre aimé de Goethe. Et c'est un symbolisme délibéré de la part des nazis. Les exemples se multiplient et se multiplient. Arthur Koestler, le très grand écrivain dont j'avais la connaissance, et plus que connaissance, était persuadé qu'il y a 2 parties du cerveau, une petite partie éthique, rationnelle, encore très petite, et un énorme arrière-cerveau bestial, animal, territorial, plein de craintes, d'irrationalité, d'instinct meurtrier, et qu'il faudrait encore des millions d'années, belle promesse, pour que l'évolution morale rattrape notre condition, nos techniques de destruction et d'agression. C'est une théorie. Serait-ce la mienne? C'est un énorme ennui que une longue paix, une longue prospérité crée dans le mal particulièrement, mais pas exclusivement. Le mot italien est beaucoup plus fort, noia, une sorte d'ennui, de miasme. On s'emmerde, pour être vulgaire. Un kalachnikov dans la main, et tout d'un coup on se sent viril, beau, homme, appelé à l'action. Le sport est un substitut, nous le savons. Nous avons une religion maintenant sur la Terre, le football, bien sûr, c'est la seule religion planétaire. Et on peut dire que le vandale dans nos villes, aujourd'hui, le hooligan, serait un commando merveilleux s'il y avait une guerre demain, avec exactement les mêmes qualités d'agression, de brutalité, de ruse et d'invention stratégique. Il est possible que nous n'avons pas encore pu trouver pour l'homme sensuel moyen, la fameuse phrase et formule juridique, un échappatoire à une énergie animale
très grande qui, dans la routine de la monotonie, de la médiocrité sexuelle de la plupart des vies, de 95% des vies, cherche à s'affirmer. Je ne le sais pas. Freud a cru que la couche était toute mince, comme une croûte sur un volcan, que jamais la culture, la civilisation ne pourrait résister à des pulsions profondes de destruction et de sadisme. Deuxièmement, je m'aperçois, à nouveau à mon âge, après 45 ans d'enseignement, qu'il y a dans l'enseignement aussi une partie parfois de sadisme, de domination. Le mot anglais très beau vient du latin prépotence, essayer de s'imposer sa connaissance. La culture est une chose très élitaire et Goethe dit la vérité appartient à très peu. Il s'avère que sur cette planète, 99% des êtres humains, et c'est leur plein droit, préfèrent la télévision la plus idiote, la loterie, le Tour de France, le football, le bingo à Échille et à Platon. On espère toute sa vie se tromper et qu'on va changer le pourcentage par l'enseignement, par la dissémination des musées, par les rêves Malraux dont on parle tellement en ce moment, les maisons de la culture. Mais non, l'animal humain est très paresseux, probablement très primitif dans ses goûts, et la culture, elle est exigeante. Elle est cruelle de par le travail qu'elle demande. Apprendre une langue, apprendre à résoudre une fonction elliptique, c'est pas drôle du tout. C'est à la sueur de l'âme que ces choses-là s'apprennent. Et la plupart des gens disent, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et les Lumières ont dit, peu à peu, grâce à la scolarité, le pourcentage va changer. Je ne le crois plus. Ou au moins, je n'en suis pas convaincu. Quand j'étais dans la Berlin-Est des années brejneviennes et des années post-brejneviennes, il y avait 5 théâtres classiques, 20 concerts et récitals classiques par soir. Maintenant, c'est Jackie Collins, c'est la cassette porno et comment, c'est le théâtre le plus banal populaire et c'est le dernier musical américain. Le mot fast food qui est partout à Paris, les McDonald's et les Kentucky Fried Chicken de l'esprit humain l'emportent millions contre un sur la culture. Et alors de quel droit, et c'est là que ça devient vraiment difficile et politique, de quel droit peut-on essayer de forcer un être humain à prendre un niveau plus élevé dans ses joies et dans ses goûts? Moi, je crois qu'être professeur, c'est s'arroguer ce droit. On ne peut pas être professeur sans être despote intérieur, sans dire « je vais te faire aimer un beau texte, une belle musique, les hautes mathématiques, l'histoire, la philosophie. » Mais attention, l'éthique de cet espoir est très ambiguë. Après 2000 ans, on a au moins le droit de soulever la question. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé? Pourquoi est-ce que le marché libéral, les médias, le mass market planétaire, nous sommes à l'échelle planétaire, nous vivons l'heure des niveaux américains, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ce que vous décrivez? Jusqu'à maintenant, on a le droit de se poser la question et d'être sceptique. Mon instinct me dit qu'une équation non linéaire, une fugue de Bach, un passage de Platon, de Descartes ou de Kant, un tableau de Giorgione, ne seront jamais un produit de masse. Car le rap se rattache précisément maintenant à ce qu'il y a de plus meurtrier dans nos civilisations urbaines. Le rap, c'est la voie même, comme le heavy metal, de la violence, de la brutalisation de l'individu. Dans un livre qui s'appelle Réelle Présence, j'ai essayé de montrer quelle est la différence ontologique entre le grand jazz et le heavy metal et le rap. Nous sommes entrés dans un autre domaine. Mais le jazz est bien sûr profondément humain et classique dans son volume. La question
du volume du heavy metal et du rap, des ondes sonores qui sont faites pour assourdir totalement, pour assourdir ce qu'il y a d'humain dans l'écoute. Moi, je crois que nous avons franchi là un seuil peut-être tout aussi important que celui des grands massacres, des grandes violences politiques. Je puis me tromper, c'est une question d'âge aussi. L'oreille se durcit, la sensibilité se raidit, j'en suis très très conscient. On ne peut pas légiférer pour l'avenir. Élite, ça veut tout simplement dire que certaines choses sont meilleures que d'autres. C'est tout ce que veut dire ce mot pour moi. Ça veut dire qu'on a encore le droit de croire que Rilke vaut Bob Dylan. C'est une intuition. On peut avoir l'intuition contraire, bien sûr. Intuition contre intuition, c'est un dialogue des sourds. Ce qui laisse perplexe, c'est la puissance du capital, de l'argent. Que les masses médias, le marché totalement libre qui domine maintenant notre terre, jamais l'argent n'a hurlé comme aujourd'hui à travers la planète. La structure d'un capitalisme planétaire tardif technocratique n'est pas, je crois, celle qui est la mieux organisée pour la communication des valeurs philosophiques, esthétiques, ou du moins de celles du passé. Il se pourrait qu'une culture, et j'aimerais bien en parler avec vous, des sciences naturelles, que l'humanisme de demain soit plutôt scientifique. Et là, tous les arguments d'accès seraient à reprendre, et j'ai quelque chose à vous poser à votre tour. Vous ne pouvez pas faire de hautes mathématiques, monsieur, ni moi. Et il se trouve, catastrophe, que pour avoir accès à ce qu'il y a de plus beau en ce moment, de plus passionnant dans la pensée, ce n'est pas le roman. Qu'est-ce que ça vaut? N'en parlons pas. Pas du tout en ce moment, une grande période littéraire, une période scientifique. 90% des scientifiques sont en vie maintenant, aujourd'hui, au moment où nous parlons. Et ils ont des nouvelles langues, des langues qui ne se traduisent pas, celles des mathématiques. Et ça aussi, c'est peut-être une problématique de barrière humaine encore beaucoup plus grave que celle que nous venons d'évoquer. Vous n'habitez pas un milieu de haute science. J'y passe ma vie à Cambridge. Je nomme 3 problèmes qui, en ce moment, sont l'objet de discussions, mais presque, j'exagère, presque nuit et jour. La création artificielle de la vie, les trous noirs qui sont les limites de l'univers, selon la théorie de Hawkins et Penrose, et Crick, le découvreur de l'ADN avec Watson, de dire l'ego cartésien, la conscience, c'est une neurochimie que nous connaîtrons bientôt. Comparé à ça, ne m'en voulez pas, même les romans les plus beaux, les plus fins, me semblent presque une préhistoire.